La guerre en Ukraine est une confrontation entre deux systèmes. L'un moderne, légaliste, décentralisé et polycéphale. L'autre, archaïque, nationaliste, centralisé et monocéphale. La guerre est souvent un bon moment pour poser des questions fondamentales. L'intérêt du peuple russe est-il identique à l'intérêt de la Fédération de Russie? Ou plus simplement, l'effondrement de la Russie n'est-il pas dans l'intérêt des citoyens russes? Bienvenue dans le rapport des années 20. Ce document est basé sur l'essai A Clash of Two Systems de Nassim Nicholas Taleb, éminent essayiste et mathématicien libano-américain, auteur de nombreux best-sellers, dont Black Swan. Ce conflit témoigne d'une confusion néfaste, chez les Russes et leurs partisans, entre l'État en tant que nation au sens ethnique et l'État en tant qu'entité administrative, écrit Taleb. Un État qui veut fonder sa légitimité sur l'unité culturelle doit être petit, sinon il est condamné à rencontrer l'hostilité des autres. Un citoyen suisse francophone, bien que culturellement lié à sa langue, n'aspire pas à appartenir à la France, et la France n'essaie pas d'envahir la Suisse romande sous ce prétexte. De plus, les identités nationales peuvent changer rapidement. Les Belges francophones ont une identité différente de celle des Français. La France elle-même est passée par une opération de colonialisme interne pour détruire les cultures provençales, languedocienne, picarde, savoyarde, bretonne et autres, et éradiquer leur langue au profit d'une identité centralisée. La nationalité n'est jamais définie, ni figée, c'est l'administration qui l'est. L'unité culturelle peut avoir un sens, mais seulement sous la forme de quelque chose de réduit, comme une cité-État. J'irai même jusqu'à dire qu'un État ne fonctionne bien que dans cette manière. Dans ce cas, le nationalisme est défensif. Catalan, basque ou chrétien libanais, mais dans le cas d'un grand État comme la Russie, le nationalisme devient offensif. Notons que sous la Pax Romana ou la Pax Ottomana, il n'y avait pas de grands États, mais des cités-États rassemblés dans un empire dont le rôle était lointain. Mais il y a un empire lâche et un empire rigide de type État-nation. Ce dernier étant représenté par la Russie. Il y a aujourd'hui deux modèles impériaux, soit un modèle lourd, comme celui de la Russie, soit une coordination des États, sur le modèle de l'OTAN. Nous verrons lequel sortira vainqueur du conflit actuel. Cette guerre n'oppose pas seulement l'Ukraine et la Russie. Elle est aussi une confrontation entre deux systèmes. L'un moderne, décentralisé et polycéphale, l'autre archaïque, centralisé et autocéphale. L'Ukraine veut appartenir au système libéral. Tout en étant de langue slave, comme la Pologne, elle veut faire partie de l'Occident. Ce que nous appelons l'Occident n'est pas une entité spirituelle, mais un système administratif avant tout. Ce n'est pas un ensemble ethno-géographique, mais un système juridique et institutionnel. Il inclut le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Il mélange le monde phénicien thalassocratique du commerce en réseau et celui d'Adam Smith, fondé sur les droits individuels et la liberté de transaction, sous la contrainte du progrès social. Aux États-Unis, la différence entre démocrates et républicains est mineure, quand elle est vue d'un autre siècle. Les deux camps veulent le progrès social, mais à des rythmes de croissance différents. D'autre part, le nationalisme exige un État centralisé, tout-puissant. Pire, hégélien. Et un État qui préserve la vie culturelle afin d'éliminer les variations individuelles. Le nationalisme est souvent lié à une dimension spirituelle, représentée par Solzhenitsyn et le patriarche de Moscou via le modèle russo-slavo-orthodoxe, qui m'horripile en tant qu'orthodoxe, écrit Taleb. En outre, cette prétendue proximité entre l'Ukraine et la Russie est discutable. La Crimée est russe depuis Catherine II, et Staline l'a russifiée en déplaçant les Tatars. Il est facile de dire que l'Ukraine est l'âme de la Russie, parce qu'elle est issue de la Russe de Kiev. Mais on peut tout aussi bien dire qu'elle est la horde d'or des fils de Gengis Khan. Et même si spirituellement, l'Ukraine faisait partie de la Russie, cela signifierait pas que les Ukrainiens n'auraient pas le droit d'adhérer au système occidental. Ils pourraient être émotionnellement slaves, mais administrativement organisés dans un système occidental et militairement protégés par une alliance entre occidentaux, ce qui inclut même, je vous le rappelle, la Turquie. Poutine ne peut pas comprendre cela, pas plus que certains spécialistes des relations internationales que l'on appelle parfois réalistes. Je pense par exemple à John Mearsheimer.
Ces penseurs bâclés, poursuit l'auteur, tels que Mearsheimer et d'autres tisserands similaires, confondent les États avec les intérêts individuels. Ils croient qu'il n'y a qu'un rapport de force entre les puissances. Pour Mearsheimer, Poutine ne fait que réagir au progrès indu de l'Occident sur son terrain. Mais la réalité est tout autre. Ce que veulent les Ukrainiens, c'est faire partie de ce que j'appellerais un ordre international bénin, qui fonctionne bien parce qu'il est autocorrectif et où les rapports de force peuvent exister tout en restant inoffensifs. Poutine et les réalistes se trompent de siècle. Ils ne pensent pas en termes de système ou d'individus. Ils souffrent de ce que j'appelle le syndrome de Westphalie, à savoir la réification des États en tant qu'entité platonicienne naturelle et fixe. Solzhenitsyn a clairement perçu l'aspect diabolique de la société communiste. Mais il pensait que la société occidentale était tout aussi néfaste. Mais étant naturellement multicentrique, l'Occident vise à rassembler à la Suisse. Il est orienté du bas vers le haut, malgré une concentration occasionnelle. En outre, l'Occident évolue. Il n'a pas de centre d'autorité fixe. Certes, il existe des influences disproportionnées en Occident, comme Google aujourd'hui et General Motors hier, mais Google ou General Motors n'en sont pas les centres. Ces multinationales ne se contrôlent même pas elles-mêmes. Les multinationales ont tendance à faire faillite. En fait, elles sont plus susceptibles de faire faillite que votre entreprise familiale. Ce modèle tend à l'antifragilité, un concept présent dans mes livres qui fait référence à une propriété des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, à des chocs ou à la volatilité. La Russie ne peut pas être ce que j'appelle antifragile. Un système stable nécessite une organisation décentralisée et multicellulaire, qui permet de corriger les erreurs et d'éviter les effets délétères de certains risques en les confinant au niveau local. Après la guerre de 1918, les Français ont détruit la Syrie en la centralisant. Inversement, lors de la formation de la nouvelle Allemagne, les Français ont insisté pour qu'elle soit fédérale, avec l'illusion que cela l'affaiblirait. Privée de centre de gravité, l'Allemagne ne pensait plus faire à la guerre, mais à faire de l'argent. Il s'avère que le beurre fonctionne mieux que les armes. L'Allemagne est devenue une puissance économique grâce au fédéralisme. Et cela semble naturel, puisqu'elle a passé son histoire dans des États fragmentés avant la prise de contrôle par la Prusse. Pour la Russie, une telle organisation décentralisée serait impossible. Si elle lâchait du lest, elle se trouverait immédiatement confrontée à la sécession de 20 petits États, Tchétchénie, Ingouchie, Bachkirie. Elle sert donc la vis dans l'autre sens. L'intérêt du monde occidental est qu'il s'agit d'un modèle multicellulaire, fait de contrats qui permettent l'autonomie régionale sous une coordination globale. La Russie est un système autocéphale, qui ne pense qu'en termes d'équilibre des forces. Regardez l'Occident. Y a-t-il un centre? Non. S'il y en avait un, d'ailleurs, il serait aujourd'hui à Kiev. Et si vous voulez détruire l'Occident, de combien de bombes avez-vous besoin? Si vous détruisez Washington, il restera Londres et Paris. Mais si vous détruisez le palais où se trouve Poutine, c'est autre chose. La stabilité d'un système décentralisé est bien meilleure que celui d'un système centralisé. À ce titre, je suis agréablement surpris par la réaction du monde occidental qui s'est faite de manière organique. Je pensais que l'Occident ne pourrait pas faire face à Poutine, car un combat entre un autocrate et des employés me semblait perdu d'avance. Mais il semble que l'agrégation de nos actions commence à porter ses fruits. Comment la Russie peut-elle entrer dans le monde moderne? Seulement s'il se fragmente en États distincts. Certains groupes russes ont toujours été irrédentistes. Les Cosaques, les Koulaks, agriculteurs localistes, et les Sibériens. Il existe également de nombreuses minorités. Plus généralement, à cause de ce complexe de Westphalie, on oublie que les Russes n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que la Russie. Les intérêts nationaux sont des choses abstraites, et les gens finissent par y croire, même s'ils sont en conflit avec ceux des populations qu'ils englobent. Les gens veulent pouvoir commercer ensemble dans le monde d'Adam Smith. Ce faux débat me rappelle l'opposition entre Napoléon et les Anglais. Tout ce que les Anglais voulaient au départ, c'était que leurs produits arrivent à bon port. Le point de vue de Napoléon ne les intéressait pas. Alors que Napoléon pensait à la gloire de la France, il pensait au portefeuille du commerçant anglais. Mais l'épicier anglais a gagné, et avec le commerçant phénicien, c'est lui qui a créé le monde moderne, le monde anglo-phénicien du cosmopolitisme mercantile. C'est ce qui a fait, par exemple, qu'aujourd'hui les Allemands sont plus intéressés par l'exportation de voitures que par l'expansion géographique de l'Allemagne. Par ailleurs,
cela m'amuse d'entendre certains parler d'impérialisme culturel américain. Pensez-vous que le matin en se réveillant, les Américains pensent à exporter leur musique et leur nourriture? C'est simplement qu'à l'autre bout de la planète, les jeunes préfèrent manger des hamburgers. Le système libéral moderne fait des erreurs, oui. Mais quand je le critique, je ne cherche pas à le détruire, mais à l'améliorer. Et c'est un bon système, parce qu'il s'autocorrige. Je critique les interventions occidentales naïves parce que je réfléchis à leurs conséquences. J'étais contre la guerre en Irak, et l'expérience a justifié mes craintes. Je suis contre l'intervention en Syrie, car si on se débarrasse d'Assad, on ne sait pas ce qui le remplacera. Je n'ai rien contre le Brexit, mais si les Britanniques pensent qu'ils peuvent réussir à faire partie de notre système sans dépendre de la machine bureaucratique bruxelloise, c'est leur droit. Le problème posé par un système bénin comme le nôtre est sa transparence, qui provoque des distorsions de perception. Alexis de Tocqueville avait compris que l'égalité paraît d'autant plus forte qu'elle est réduite. De même, un système paraît d'autant plus dysfonctionnel qu'il est transparent. D'où mes attaques contre quelqu'un comme Edward Snowden et ses acolytes, qui exploitent ce paradoxe pour attaquer l'Occident au profit des comploteurs russes. Snowden prétend défendre les Américains contre la tyrannie de Google alors qu'il opère depuis Moscou. Les libertariens naïfs ne réalisent pas que l'alternative à notre système désordonné est la tyrannie. Un État mafieux, la Libye aujourd'hui, le Liban pendant la guerre civile, ou une autocratie. Et ces idiots se disent libertaires. De plus, même si ce conflit se termine bien pour la Russie, il aura montré qu'il suffit qu'un État dispose de l'arme nucléaire pour provoquer un désastre. Or, dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'un dirigeant conquiert un autre territoire simplement parce qu'il possède la bombe atomique. Ce principe doit être détruit. Cela nous amène au risque suivant, la Chine. Certes, elle n'a pas échappé au monde moderne, autant que la Russie, et elle est étroitement liée à l'Occident sur le plan commercial. Mais elle a aussi des tendances impériales. Le mieux serait donc qu'elle se fragmente elle aussi, pour échapper aux joutes de Pékin. Taïwan et Hong Kong sont plus performants que la Chine, alors pensez-y davantage. Il faut la laisser se diviser. Si le régime central s'affaiblit, il y aura des poussées autonomes. Le modèle libéral n'est pas compatible avec cet impérialisme et la Russie ne peut pas survivre sans centralisation. Si vous cédez d'un pouce envers Poutine, il aura gagné la guerre. Le leadership russe doit donc être humilié, et le seul moyen est qu'il recule. Il faut une répétition de la guerre russo-japonaise de 1905. Dans ce cas, Poutine sera renversé de l'intérieur, car, historiquement, les peuples qui acceptent les autocraties n'aiment pas les faibles. Un Poutine faible n'est plus Poutine. Tout comme un Trump gentil, plein de tact et réfléchi, ne serait plus Trump. Pour que cela continue, il faut beaucoup de pigeons pour continuer à alimenter le récit. Et si les pigeons commencent à douter du récit, ce sera le début de la fin. Termine dans son essai Nassim Nicholas Taleb. Dans la même veine que Taleb, l'expert de la Russie Kamil Galeev, déjà cité sur cette chaîne, s'exprime dans l'un de ses nombreux messages sur X, autrefois connu sous le nom de Twitter, sur la guerre russo-ukrainienne. M. Galeev souligne que la société russe manque d'autonomie. Cela s'explique en partie par le fait que toute forme de responsabilité sociale a été supprimée pendant des années. Le sens déraciné de l'action et de la responsabilité personnelle est le gros problème dont personne ne veut parler. Après cette guerre, les Russes auront besoin d'un cours de rééducation pour les retrouver. Mais cette réhabilitation est incompatible avec l'existence de l'État russe qui les a déracinés en premier lieu. Le démantèlement de l'État russe est nécessaire non seulement pour empêcher d'autres tentatives de restauration impériale et donc de grands conflits militaires, mais aussi comme condition nécessaire à une réhabilitation qui rétablirait le sens de l'action et de la responsabilité personnelle. La majorité de la population russe pense qu'elle ne peut rien faire, que ses actions personnelles n'ont aucun impact et que le mieux qu'elle puisse faire est de se soumettre. Ce qui n'est pas faux. Dans un empire aussi gigantesque, leur voix n'a ni poids ni impact. C'est pourquoi l'empire doit être démantelé et divisé en plus petites entités. Enfin, un commentaire de notre part. L'éclatement de la Russie est-il dans l'intérêt des citoyens de la Fédération de Russie? Inévitablement, oui. L'histoire nous enseigne que presque toute l'histoire de la Russie est marquée par l'impérialisme, car sans lui, la Russie s'effondre, comme l'ont montré les années 1990. Toutefois, dans la version russe, l'impérialisme consiste à exploiter l'individu, c'est-à-dire ses propres citoyens. Les quelques centaines d'années d'existence de la Russie
ont été une période de pauvreté et de souffrance pour des millions de personnes et de richesse pour une minorité. Bien entendu, chaque régime successif rejette la responsabilité de cet état de fait sur tout le monde, sauf sur lui-même. Les années de lavage de cerveau persistant, combinées à l'élimination de toute responsabilité individuelle, ont fait que les Russes d'aujourd'hui croient réellement au charabia de la propagande moscovite et ne voient pas d'alternative à celui-ci. L'effondrement potentiel ne signifie pas immédiatement la perte de la culture russe, un argument souvent avancé par l'appareil de propagande du Kremlin. Personne ne supprimera la littérature de Dostoïevski ou de Solzhenitsyn, la musique de Tchaïkovski ou de Rachmaninov, ou la prose de Pouchkine. Au contraire, un regard sans idéologie permettra une nouvelle compréhension de leur travail, y compris en notant les côtés plus sombres, comme les inclinations impérialistes de ce dernier. Sans parler d'un accès plus large à l'art et à la culture, car quelqu'un ne peut les apprécier que lorsqu'il ne se demande plus s'il y a quelque chose à mettre dans le pot et qu'il ne doit pas endurer 20 degrés de froid en prenant soin de ses besoins physiologiques dans les toilettes extérieures de l'arrière-cour. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de problèmes qui continuent d'affecter une grande partie de la société russe. Le problème fondamental est la structure administrative de l'immense territoire de 17 millions de kilomètres carrés de la Fédération de Russie moderne. Il n'est pas possible de gérer efficacement un territoire aussi vaste, tout en voulant maintenir un degré élevé de centralisation. Et en Russie, seul Moscou compte. Il en résulte une gestion extrêmement inefficace des ressources disponibles, leur exode vers le centre et la propagation de l'anarchie qui convient aux autorités centrales. Tout cela se fait au détriment du citoyen moyen de Chelyabinsk, Perm ou Khabarovsk. Comme le souligne à juste titre Taleb, l'histoire montre qu'une décentralisation saine, à long terme, conduit une unité administrative donnée vers la prospérité. Les exemples peuvent être multipliés. L'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, ou le Saint-Empire romain avant cela, ainsi que le Singapour moderne, Hong Kong, ou même l'Europe et les États-Unis. La décentralisation, soutenue par la liberté économique et l'état de droit, utilise naturellement les ressources humaines, les matières premières et les capitaux disponibles. La République de Sibérie ou de Yakoutie, avec ses ressources naturelles illimitées, la République de Khabarovsk, avec sa proximité géographique avec la Chine, la Corée ou le Japon, ou la République de Krasnodar, avec ses sols fertiles et ses magnifiques paysages de la mer Noire, s'enrichiraient naturellement beaucoup plus vite que si elles étaient liées par un régime situé à des milliers de kilomètres de là. En outre, la concurrence serait saine. Celui qui gère le mieux son territoire vivra mieux que son voisin. Bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions. Cela impliquerait une période de chaos et de lutte politique. Cependant, tout comme la génération actuelle d'Ukrainiens se bat pour un avenir radieux pour leur nation, une lutte similaire en Russie ne vaut-elle pas le sacrifice ?